Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bruno Patino, nous avons enregistré avec vous une émission thématique à partir de vos deux livres, La civilisation du poisson rouge et Tempête dans un bocal, où il est évidemment question de tout ce monde des réseaux. Pour introduire nos auditeurs à cette thématique qui sera diffusée prochainement, qu'est-ce que le métaverse ? Alors le métaverse, c'est un projet en fait d'un Internet virtuel qui nous plongerait avec des lunettes en particulier dans un univers en 3 dimensions où nous pourrions à la fois nous cultiver, jouer, mais travailler aussi, être en relation les uns avec les autres. Donc c'est un univers parallèle, si j'ose dire, et créé par la technologie et dans lequel on se meut par l'intermédiaire d'un avatar. Donc, mon avatar pourrait rencontrer votre avatar dans un univers en 3 dimensions. Ça, c'est le projet du métaverse. Maintenant, il en existe, il y a 2 grandes tendances. Il y a plein de petits métaverses qui se créent à un moment donné et on se dit comment on va les mettre en lien les uns avec les autres. Ça ressemble à l'Internet passé. Et il y a l'énorme projet de Facebook qu'on appelle Horizon, qui est de dire je vais créer un métaverse unique dans lequel tout le monde pourra venir pour faire l'ensemble de toutes ces activités. Et donc un métaverse centralisé. David Jason. J'ai aussitôt envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'évidemment le progrès technologique et le développement du métaverse va venir avec la valeur d'usage, donc il est en quelque sorte inéluctable. Mais comment est-ce qu'on peut éviter que Facebook ne prenne une position dominante en tant que réseau des réseaux, en quelque sorte ? Alors sur le rôle de Facebook, évidemment, il y a 2 possibilités d'agir. D'abord, je pense qu'on a perdu la naïveté première qu'on avait par rapport à l'Internet 2.0. Donc il y a une vigilance des États, des communautés d'États comme la communauté européenne, des régulateurs ou autres, pour faire en sorte qu'on n'assiste pas, l'air de rien, à une privatisation unique. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il existe qu'on puisse promouvoir des tas de projets alternatifs et qu'en particulier, cette idée de multiplicité de métaverses qui communiquent les uns avec les autres, l'Internet, c'est juste ça, grâce à un protocole à un moment donné qui a rendu possible, parce qu'il n'existe pas un seul Internet, comme vous le savez, mais plein de petits Internets qui communiquent les uns avec les autres grâce à un protocole unique. Et donc d'essayer de répliquer un peu de ce qui s'est fait sur l'Internet 2.0. Mais pour être plus simple et plus direct, technologiquement, c'est inéluctable. Est-ce que ça aura le poids qu'on imagine que ça a ? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée de l'immersion totale, elle est ancienne. Elle a déjà existé depuis très longtemps, depuis que le numérique existe. On a eu des projets comme Second Life ou le Deuxième Monde ou autre. Technologiquement, c'est rendu plus possible qu'ailleurs. Malgré tout, ça suppose, pour les individus que nous sommes, une immersion absolue et totale et permanente, spatiale et temporelle, que nous n'avons peut-être pas envie d'avoir pour l'ensemble de nos activités. On en a eu une sorte d'avant-goût pendant le confinement, où nous avons vécu l'ensemble de nos vies via écran interposé, et malgré tout, on a vu que au sortir de cette période, il y avait quand même aussi une appétence à retrouver, la réalité du contact humain, des activités humaines. La deuxième chose aussi, c'est que le métaverse a devant lui la barrière de l'écologie. C'est-à-dire que c'est pour le moment un projet extraordinairement consommateur d'énergie en termes de serveurs et dont l'empreinte carbone, s'il se développe, sera absolument considérable. Une petite question anecdotique et après une question plus sérieuse. Est-ce que ce qui se passe dans le métaverse a des conséquences sur ce qui se passe ensuite dans la vie réelle? C'est-à-dire, si je vous rencontre dans un métaverse, est-ce qu'après, dans notre vie réelle, on se connaît? Première question. Et la deuxième question, dans son film Ready Player One, Steven Spielberg montre une société, parce que derrière le métaverse, il y a un modèle de société, montre une société terrifiante dans laquelle il n'y a pratiquement plus de travail que pour 1% de la population, qui sont super éduqués à Bac+13 et qui dominent cet univers économique, et 99% autres de la population n'a comme destin que de jouer dans ce métaverse. Est-ce que ce modèle-là est forcément derrière le développement du métaverse ? Il faut être bref dans les réponses. Donc la première chose, on ne sait pas vraiment. Je ne dirais pas bref, concis. D'abord, la première chose qu'on sait, c'est que ce qu'on vit dans le
il n'y a pas de séparation entre deux mondes qui ne communiquent pas. Ce que nous a appris le Web 2.0 et notamment les réseaux sociaux ou autres, la première partie du web, on se disait j'ai ma vie numérique d'un côté, j'ai ma vie réelle de l'autre. L'imbrication est totalement évidente. Et donc, si il se passe des choses dans le métaverse, l'imbrication avec notre vie réelle sera totalement évidente. Je me permets, puisque vous parliez sur une anecdote, la question est ancienne, puisqu'il y a peut-être une quinzaine d'années, il y a eu le premier procès à cause de Second Life, qui était donc une sorte de pré-métaverse, où une femme a poursuivi son mari pour divorce au tort. Je ne sais plus dans quel état des États-Unis c'était, parce que celui-ci, enfin son avatar, plus exactement, l'avatar de son mari, avait eu une relation sexuelle avec un autre avatar. Et donc la femme a plaidé l'infidélité. Non, c'était très intéressant. A plaidé l'infidélité. Et le mari disant mais c'est mon avatar. Et la cour avait tranché à l'époque que parce que l'avatar ressemblait au mari, et que l'avatar de la personne avec laquelle il avait eu des relations, son avatar, avait eu des relations sexuelles, enfin on s'entend, par écran interposé, ressemblait à la personne qui effectivement était en lien, on pouvait penser qu'il y avait eu, infidélité. Donc elle a gagné. Elle a gagné. Donc on n'est pas prêt d'avoir ce genre de... On va avoir ce genre de questions très très souvent. Mais si votre avatar est le prolongement de vous-même, dans ces cas-là, les actions de votre avatar sont vos actions aussi. Après, sur Ready Player One, le film de Spielberg est absolument remarquable. Et le livre d'Estan Klein, de mémoire, il doit avoir une vingtaine d'années. Et un peu plus. Et si vous voulez, cette idée de l'immersion totale d'une population dans un jeu total, en fait. C'est-à-dire de dire, finalement, parce que il y a deux choses dans Ready Player One qui nous montrent non pas notre futur, mais les deux dangers. C'est-à-dire une immersion sans limite, qui fait que les gens, comme vous l'avez dit, par ailleurs, vivent dans des situations misérables, épouvantables. On se retrouve presque dans Metropolis, en fait. À un moment donné, il y a Spielberg, je pense, fait référence à Metropolis et à la vie souterraine, enfin la cité souterraine. Et la deuxième chose, c'est que donc ils vivent dans des conditions épouvantables et leur seul univers, c'est ce jeu permanent, mais ce jeu qui peut aussi les sauver. Donc le jeu est à la fois la malédiction qui est la leur et aussi leur période d'émancipation. Et donc je pense que ces deux côtés-là, c'est-à-dire la gamification du monde, on est déjà dedans. La gamification de l'information ou autre, le jeu, et cette immersion totale sont, on va dire, les deux points d'infini dystopiques ou les deux points de chute dystopiques. Je pense pas qu'on y arrive quand même malgré tout. J'ai beaucoup plus de doutes, mais j'ai aucune boule de cristal sur l'immersion totale. La gamification du monde et son côté émotionnel et d'adrénaline permanente me semble déjà à l'œuvre, en revanche. Un mot, les réseaux sociaux ont souvent, pour leurs défenseurs, la qualité de permettre de se socialiser. Mais qu'est-ce qu'on sait de cette socialisation ? Est-ce qu'il n'y a pas un développement, et évidemment, ce qu'on vient de dire sur le métaverse, et sur pas les hologrammes, mais l'équivalent, j'ai pensé d'ailleurs l'hologramme de Mélenchon rencontrant l'hologramme de Le Pen, l'hologramme de... mais et puis après, on voit qui gagne et on voit ce qu'il en est dans la vie réelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas un développement d'une socialisation sans contact, comme le paiement sans contact? On a une fausse vie sociale, ou plus exactement une vie sociale qui ne se passe que sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur l'iPad. Il y a ce développement-là, mais dans le même temps, je pourrais vous dire que cette socialisation permet, enfin si j'en crois les études sociologiques, un accès à l'intimité, un accès à la fragilité, peut-être plus immédiat que ne le permettait la socialisation avec contact. Donc je pense que, comme toujours, le mouvement est ambivalent, c'est-à-dire que il y a une intensité de socialisation qui existe sur ces réseaux, c'est une évidence, et c'est bien pour ça d'ailleurs que les problèmes de harcèlement ou autres peuvent avoir lieu, c'est-à-dire qu'on s'y livre assez facilement, et peut-être plus facilement que, j'allais dire, lors d'un contact corps à corps, ou en tout cas en présence l'un de l'autre, hein, mais en même temps une distanciation physique. Oui. Donc je pense que, comme toujours, il y a, comme le dirait Régis Debray, un effet thermostatique, c'est-à-dire un côté qui s'accentue très fortement et un côté, en revanche, qui se referme.
David Chase. Oui, moi j'avais une question justement sur... il y a beaucoup d'idéologues du Web 3 qui réactivent cette idée un peu libertaire qu'on va pouvoir contourner les États, les systèmes centralisés, et puis recréer des communautés politiques qui sont basées sur des communautés d'intérêt. Est-ce que, effectivement, le développement et l'épanouissement du métaverse risque pas d'avoir des conséquences aussi sur nos contrats sociaux et notre façon de vivre en société ? Forcément, parce que déjà le Web 2.0 l'a eu, et même le Web 1.0 l'a eu. Donc, si vous voulez, la définition de l'espace public aujourd'hui, de nos espaces publics, enfin, plus exactement, ce que sont nos espaces publics, ça ne peut plus se penser en dehors, j'allais dire, des grandes communautés d'expression, on va les appeler comme ça, que sont les réseaux sociaux, les grandes plateformes ou autres. Et si à un moment donné, vous avez effectivement des métaverses qui attirent énormément de monde, c'est illusoire de penser que notre espace public, y compris nos institutions d'ailleurs, je pense, ne pourront pas être affectés par ça. On peut dire tout ce qu'on veut, mais malgré tout, la démocratie telle qu'on l'a pratiquée pendant longtemps, c'était une démocratie industrielle, donc qui passait par la gestion du nombre, si j'ose dire, ramenée à la masse. Donc parti de masse, éducation de masse, médias de masse. Voilà. Et donc, éducation à peu près, certificat d'études pour tout le monde à partir de 1870, médias de masse avec la rotative, puis ensuite, donc même message pour tout le monde. Je ne dis pas du tout ça d'un point de vue totalitaire. Hein. Encore une fois, on parle de technologie là, et puis même s'il y a un lien aussi, bien sûr, organisation politique de masse ou autre. Les réseaux sociaux, d'autres l'ont dit bien avant moi, c'est l'arrivée de la multitude. C'est pas du tout la même chose. Donc le nombre n'est plus la masse, mais la multitude, c'est-à-dire la multitude étant des individualités par ailleurs changeantes, qui interagissent les unes avec les autres. Et donc de penser que ça ne pouvait avoir aucun impact, 1, sur les médias, 2, sur les partis, 3, sur l'éducation, et 4, finalement, sur notre régime démocratique, était complètement illusoire. Donc là, nous sommes dans ce moment-là. Oui, mais on voit qu'il y a beaucoup de destruction, mais on ne voit pas la construction. Nous sommes absolument d'accord. Et le problème, c'est qu'on voit bien la déstabilisation et la destruction, et qu'avant même, si j'ose dire, qu'on arrive à créer un modèle autour de ce nouveau mode, vous avez une arrivée d'immersion possible qui arrive. Moi, je reste persuadé que le métaverse va être une extraordinaire importance pour, on va dire, des choses qui existent déjà comme le jeu et la culture. Philippe parlait d'Avatar tout à l'heure. Les tournées musicales d'Avatar, pour le moment, c'est un peu grotesque de revoir Elvis Presley ou d'autres en Avatar, mais on y arrive et le métaverse sera évidemment l'endroit où vous pourrez assister demain à un concert des Beatles, voire même voir Mozart diriger sa propre symphonie. Mais on va y arriver. Ça va très vite parce que c'est le mélange du jeu et du spectacle. Pour ce qui est, encore une fois, des univers politiques, on va avoir des univers de mobilisation dans ça. Et donc, forcément, ça va interagir à un moment donné sur une sphère classique, avant même qu'on ait redimensionné nos outils. Dernière question, Nicole. Oui, dernière question politique. On voit certains auteurs faire une égalité entre Silicon Valley et PCC, Parti communiste chinois. C'est-à-dire les deux allant vers le contrôle total de l'individu et surtout le rapatriement de l'individu s'il avait la mauvaise idée d'aller ailleurs. Est-ce que vous partagez cette vision ? Non, vous faites sans doute référence au livre de Shoshana Zuboff sur le capitalisme de surveillance, mais d'ailleurs c'est une analyse extraordinairement intéressante d'un point de vue analytique. Après, dans ce qu'elle décrit, c'est-à-dire de dire en gros, en fait, le capitalisme numérique chinois et le futur du capitalisme numérique américain, je pense comme toujours que là, il manque de la politique dans ce déterminisme-là. Et la politique, au sens noble du terme, c'est à un moment donné de faire en sorte que on va dire les données, je vais résumer ça rapidement, que la société des données dans laquelle on entre, et on est déjà rentré, l'économie des données, sans doute à un moment donné la politique des données ou autre, est un certain nombre de limites et ne soit pas identique au traçage permanent et universel. Ou comme je l'écris dans le bocal, que l'extension du domaine du calcul ne soit pas universelle. Et par ailleurs, deuxième terme, ce traçage n'est pas forcément égal à la surveillance.
Et donc la politique intervient, de mon point de vue, sur ces deux points-là. Ouais. Faire en sorte de limiter à un moment donné le domaine du calcul, avoir des endroits qui ne sont pas calculés ou des choses qui ne soient pas calculables, de par la loi, la régulation ou autre. Et par ailleurs, et faire émerger des contre-pouvoirs qui fassent en sorte que ce traçage-là, qui est la tendance numérique, ne débouche pas automatiquement sur la surveillance. Et donc si on ne désespère pas de la politique, on pense que non, ça n'est pas notre futur forcément inscrit. Bruno Patinaud, merci. Je pense que cette, comment faut-il dire, amuse-oreille, par référence à amuse-bouche, cette sorte de bada en forme de zakouski, aura poussé nos auditeurs à écouter la thématique, au cours de laquelle, pendant 1 heure, nous développons les différents thèmes que vous avez vous-même développés dans votre livre, La civilisation du poisson rouge et Tempête dans le bocal, publié l'un et l'autre chez Grasset. Merci, et donc à dimanche pour la suite de cette mise en oreille.